Bonjour Christophe Nidam. Bonjour Adrien. Vous publiez La finance pour les nuls et donc vous éclairez le grand public de façon très experte parce que la finance, vous y avez travaillé plusieurs décennies, vous l'avez enseigné à Sciences Po aussi. Vous êtes aujourd'hui responsable de la recherche de l'Expert Corporate Governance Service qui est un réseau européen de conseils en gouvernance d'entreprise dirigé par Proxinvest. Alors, puisque vous connaissez très bien le secteur financier, il y a une question que simplement on est tenté de se poser. Le mot crise financière dans votre livre, quand on le regarde, on comprend que la crise est née et le résultat de la dérégulation financière et du surendettement de certains acteurs économiques, mais qu'au final, pour en sortir, elle se solde par encore plus d'endettement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Est-ce qu'on n'a pas recréé les conditions d'une nouvelle crise? On a probablement recréé les conditions d'une nouvelle crise. Alors je vais donner quand même quelques chiffres pour justement comprendre ce paradoxe. En 2007, c'est-à-dire à la veille de la crise, l'endettement global au niveau mondial, c'est-à-dire la somme des dettes publiques, la somme des dettes des ménages et des entreprises non financières, donc excluant les banques, était de 97 000 milliards de dollars. 10 ans plus tard, 2017, on était à 167 000 milliards de dollars. Donc on voit là, en l'occurrence, l'endettement mondial par rapport au produit intérieur brut mondial sur les 2 années. On est passé de 1,7 fois le PIB mondial en 2007 à 2,1 fois en 2017. 210% du PIB mondial. Ça, c'est la dette globale de la planète. Exactement, voilà. Alors, ça pose différents problèmes. Le premier, c'est que finalement, disons, une crise qui est d'origine financière de surendettement est une crise beaucoup plus longue à résorber qu'une crise strictement boursière, comme on les avait connus par exemple dans le cadre du krach de 1987 ou comme on l'a connu dans le cadre du dégonflement de la bulle Internet en 2000. Une crise du marché boursier stricto sensu, c'est une crise des capitaux propres. Les gens vont jouer au casino avec leur propre argent, ils perdent, ils sortent, ils n'ont que les yeux pour pleurer, mais ça s'arrête là. Ça déprime l'activité économique sur le moment et après ça repart. Mais ça s'arrête là. Quand vous avez une crise qui est liée au surendettement, c'est beaucoup plus complet parce que vous avez les gens qui vont jouer au casino, mais avec l'argent des autres. Et quand ils sortent du casino après avoir été, entre guillemets, lessivés, alors l'image est peut-être un peu, disons, excessive, mais la personne qui sort du casino, qui a tout perdu avec l'argent des autres, se retrouve en face d'un premier malabar avec une batte de baseball qui lui dit « Mon argent, il est où ?» Et derrière ce premier malabar, vous avez un autre gars, encore plus important, avec un instrument de torture encore plus lourd, qui lui dit « Mais n'oublie pas que tu me dois aussi de l'argent. » Donc pour sortir de tout cet engrenage d'endettement, de contrat de dette dans le cadre d'une crise liée au surendettement, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus long. D'ailleurs, on le voit bien parce que finalement, la crise qui a commencé le 9 août 2007, nous sommes actuellement à l'automne 2019, on n'en est toujours pas sorti. Et c'est pour ça que les banques centrales, finalement, sont intervenues. C'est pour éviter cet effet en chaîne. Exactement, pour éviter l'effondrement du système. Mais le problème, c'est que cette hausse de l'endettement global devient une chape de plomb sur la croissance. Il faut rembourser des dettes. Si on doit rembourser des dettes, je schématise, on va moins investir et ou on va moins consommer. Donc ça, c'est vraiment le problème. Il faut bien aussi comprendre l'impact de cette crise qui a commencé en 2007 au niveau mondial. Le PIB mondial en dollars courants s'est contracté. Ça, ce sont des chiffres de la Banque mondiale, donc c'est des chiffres officiels. C'est contracté de 5,1% entre 2008 et 2009 et de 5,4% entre 2014 et 2015. Du jamais vu depuis 1929. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors, on a cette dette qui est très importante. Alors vous me direz, les taux sont très bas. Oui, alors comme c'est une chape de plomb, les banques centrales ont fait en sorte qu'elle soit la plus légère possible finalement. Qu'elle soit la plus légère possible, mais elles ont quand même finalement détruit
quelque part un mécanisme d'offre et de demande qui fait qu'on a des taux extrêmement bas, voire négatifs. Ouais. Voire négatifs, mais qui ne représente pas obligatoirement l'offre et la demande qui permet de former un taux d'intérêt et qui, sur le plan macroéconomique, ensuite, vous crée des instances d'investissement ou un peu de désinvestissement. Là, cette dette, le problème, c'est comment on va en sortir, la résorber ou au moins la diminuer. Il n'y a pas 36 solutions, il y en a 3. L'inflation. Donc on s'inquiète qu'il n'y ait plus d'inflation. On n'en prend pas le chemin. Ensuite, c'est la croissance. La croissance, comme je vous l'ai indiqué, malheureusement, trop de dettes est une chape de plomb pour la croissance. Et on voit bien que depuis le début de la crise, la croissance, surtout dans la zone euro, ou en tout cas en Europe, plus qu'aux États-Unis, est très très molle. La croissance s'est aussi ralentie dans certains pays émergents, notamment la Chine, qui peut poser certains problèmes. La troisième solution, finalement, ou instrument, je ne sais pas si c'est un instrument pour réduire la dette, c'est l'abandon de créances. Donc effacer la dette, ou une partie de la dette. Avec des effets systémiques possibles. Avec des effets systémiques possibles, et aussi on est dans un environnement où c'est probablement l'ère de la plus grande répression financière, comme l'appellerait Keynes, qui parlait à ce moment-là, lui, de l'euthanasie des rentiers. Les taux bas ou négatifs dont vous parliez tout à l'heure, c'est effectivement un problème parce que quelque part, on va dire, peut-être les plus vertueux, ensuite il y a un problème de distribution de revenus, de richesse, c'est un autre débat, mais l'épargnant, qui est censé être vertueux, c'est plutôt la fourmi par rapport à la cigale, actuellement, lui, il se fait gentiment... Mais en même temps, il va falloir choisir la moins mauvaise des solutions, puisqu'il n'y en a pas de bonne pour sortir de ce genre de situation. Il n'y a pas de bonne, ça va être probablement un mix des trois, il va falloir trouver le bon curseur. La chose qui est évidente, c'est que ça ne va pas se faire sans douleur. Alors on va parler d'un autre chapitre sur les banques. Dans votre livre, on entend souvent qu'elles sont mieux régulées, plus sûres qu'en 2008, c'est ce qu'elles disent, mais que par contre, il y aurait toujours des problèmes de shadow banking, c'est-à-dire d'activités bancaires parallèles, de banques de l'ombre, qui elles seraient toujours hors de contrôle, contrairement aux institutions qui elles seraient bien surveillées et qui seraient plus sûres. Alors vous qui avez aussi été analyste financier spécialisé sur les valeurs bancaires, qui connaissez bien les bilans des banques, qu'en est-il selon vous ? Alors, le shadow banking, comme son nom l'indique, la banque de l'ombre, il y a un concept un petit peu d'opacité qui fait qu'effectivement, il n'est pas évident d'en déterminer le contour. Le Conseil de stabilité financière, qui est une émanation du G20 qui a été instauré en 2009, s'est essayé à mesurer la taille de ce shadow banking et il a sorti une fourchette qui montre bien que ce n'est pas si facile que ça. Concernant l'année 2015, sa fourchette de quelle est la taille du shadow banking a évolué entre 34 000 milliards de dollars, ça c'est la fourchette basse, et la fourchette haute est de 92 000 milliards de dollars. Juste pour comparer, les banques en Europe, alors on a les très très grosses banques, mais il y a quand même 6 000 banques en Europe. Le total du bilan de ces banques, c'est à peu près 48 000 milliards d'euros. D'accord. Les 92 000 milliards de dollars que j'évoquais, qui est la fourchette haute d'après le Conseil de stabilité financière, c'est quand même 50% de plus de ce qui avait été mesuré avant la crise. Donc effectivement, il y a une inflation du shadow banking et ça représenterait de nos jours à peu près 30% des actifs financiers mondiaux, tout confondus, qui sont de l'ordre de 270 000 milliards de dollars. Et donc effectivement qu'on a même du mal à évaluer, donc on a sans doute du mal à réguler. Voilà. Alors, on a du mal à réguler. Comme vous le savez aussi, à un moment donné, j'ai été spécialisé à Bruxelles dans la régulation financière en dirigeant une ONG. Finance Watch. Ce qu'on a quand même vu, c'est un très fort lobbying bancaire qui avait tendance à créer un écran de fumée autour du shadow banking et dire « Regardez, on est trop régulé, mais le shadow banking, vous ne faites rien ». Si on veut commencer à réguler le shadow banking, il y a un moyen très simple. C'est de couper le cordon ombilical qui relie
les banques et le shadow banking. Ça n'a pas été fait, ça, pour l'instant. Ça n'a pas été fait ou très peu fait. Il ne faut pas oublier que le shadow banking, dont on vient évoquer les chiffres très importants, s'est développé en résultante du contournement de la régulation bancaire. C'est-à-dire que ce sont des acteurs qui ont des liens avec le secteur bancaire, qui sont par exemple financés par le secteur bancaire. Exactement, et si vous voulez, sans ces liens, que ce soit en termes de garantie ou même de liquidité qui sont apportés par les banques, le shadow banking serait moins important. Prenons l'exemple de la titrisation. Qui crée les véhicules de titrisation et qui y met des actifs? Les banques. Prenons les hedge funds. Qui finance sous forme d'endettement, certes sécurisé, les hedge funds? Les banques. Les banques aussi. Regardons par exemple sur le marché français, parce qu'on a mis à tort dans le shadow banking également les SICAV monétaires, mais regardons sur le marché français, qui gère principalement et collecte de l'épargne dans les SICAV monétaires? Les banques. On a aussi les assurances dans ce shadow banking. Donc c'est un ensemble. En France, c'est un ensemble, mais en France, les groupes bancaires, si on met de côté AXA, mais les crédits agricoles au travers de Pacifica, Predica, sont de très gros assureurs. D'accord. Alors donc ce problème n'est pas réglé, ça j'ai bien compris. Il y avait un autre problème important qu'on avait mis en lumière avec la crise, c'est les produits dérivés qui sont d'un montant important. Le milliardaire Warren Buffett, qui n'est pas un anticapitaliste notoire, les qualifiait d'armes financières de destruction massive. Oui. Alors, est-ce que ce risque s'est estompé depuis la crise, puisqu'on voit que les montants ont diminué en fait? Oui, alors là je dirais il y a une bonne nouvelle et puis une mauvaise nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement les montants depuis la crise ont diminué. À l'époque, en 2013, donc là on est au milieu de la crise, les produits dérivés étaient plus importants qu'en début de crise et les produits dérivés, les montants notionnels, en dollars, c'était 710 000 milliards de dollars. En notionnel. Donc c'est pas la totalité de l'argent, disons, c'est l'argent sur lequel on parie, mais c'est pas l'argent qui est en risque. Voilà. Le notionnel, c'est le montant qui serait porté sur une police d'assurance. Donc, si vous avez une maison, une assurance incendie, la police peut porter comme montant 500 000 euros pour votre maison. C'est le montant de la police d'assurance. Ça ne veut pas dire que le risque va s'avérer. Et s'il y a un feu, ça sera peut-être que la cuisine à 5 000 euros qu'il faudra rembourser. Mais ça peut aller jusqu'à 500 000. C'est ça les montants notionnels qui servent ensuite à calculer. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est justement cette complexification. La bonne nouvelle, c'est beaucoup, mais ça baisse. C'est beaucoup, mais ça baisse, mais pour une simple raison. C'est que 80% du marché des dérivés, les 710 000 milliards de dollars de 2013, sont liés à des dérivés de taux. Les taux ayant baissé sous la politique monétaire, le besoin de couverture, disons, en matière de risque de taux est plus faible. Donc fin 2018, on était passé à 544 000 milliards de dollars sur le marché des dérivés, toujours en notionnel. En relatif, en 2013, c'était 9 fois le PIB mondial. Fin 2018, on est tombé à 6 fois. Donc c'est un petit peu mieux, mais structurellement, le problème existe toujours. Voilà, alors si vous me permettez de rajouter quand même des éléments, c'est que en termes de risque, outre le fait, mais ça va pas perdurer, parce que les taux, on va bien espérer qu'ils remontent un jour, donc les dérivés vont remonter, mais pour diminuer le risque des dérivés, parce que le problème du risque des dérivés, c'est le risque systémique. Bon. Ce risque systémique ou de contrepartie ou de défaillance de la partie au contrat a diminué au travers de l'instauration des chambres de compensation qu'on appelle les CCP, qui de nos jours, donc une chambre de compensation fait des appels de marge quotidiens, s'occupe du règlement livraison, donc on mutualise et on diminue le risque de contrepartie. De nos jours, 75%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, des dérivés de taux passent par une chambre de compensation et les dérivés qui sont les plus explosifs en termes de risque, qu'on appelle les dérivés de crédit, les fameux CDS, 55%, passent par des chambres de compensation. Donc il y a eu un progrès qui n'est pas total. Voilà. Alors, donc dans la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a quand même encore, disons, des montants en cours qui sont très importants, encore 6 fois le PIB mondial, alors que 20 ans auparavant, ça n'était que 3 fois le PIB mondial, en 1998. Dans les mauvaises nouvelles, c'est qu'il y a encore un gros paquet
de dérivés qui ne passent pas par les chambres de compensation, donc c'est à peu près 113 000 milliards de dollars, plus que le montant des dérivés 20 ans auparavant qui était de 88 000 milliards de dollars, au moment, vous devez vous en souvenir, de la quasi-faillite du hedge funds LTCM en septembre 1998, qui a explosé en plein vol à cause de son portefeuille de produits dérivés dont les notionnels étaient de 1250 milliards de dollars. Donc, il y a du mieux, mais il y a encore du boulot et du chemin énormément à faire. de risques qui ne sont pas gérés, si j'ai bien compris. Alors, en un mot, très rapidement, le chapitre crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous nous dites sur les crypto-monnaies, le bitcoin et Alors, puis qu'est-ce que je vous dis sur le crypto-monnaie Je dirais récemment. en fait deux choses. Il faut faire attention à ce que la spéculation sur le bitcoin ne permette pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que derrière le bitcoin, ce qui est effectivement très spéculatif, vous avez une technologie qui est révolutionnaire, disruptive, qui s'appelle le blockchain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais sur le Libra, qui est ce nouvel, disons, événement poussé par Facebook, on a vu un tollé finalement des parties qui ont le plus à perdre de l'instauration du Libra. C'est d'une part les banques commerciales, ensuite les banques centrales, voire même les États. Les États, ouais. Donc il y a tout un procès qui est fait actuellement sur le Libra, avec des arguments qui peuvent se discuter. On dit, pour le blockchain, Bitcoin, c'est donc Libra, c'est énergivore. Oui, ce qui est vrai. Ce qui n'est pas faux. Mais si vous écoutez un garçon comme M. Jancovici, qui se connaît, enfin qui est vraiment un grand spécialiste, donc c'est un des fondateurs de Carbone 4, etc., lui indique quand même qu'en matière d'empreinte carbone, parce que quand on parle d'énergivore, c'est l'empreinte carbone du réseau web et des PC qui tournent et qui font du minage. Il semblerait que pour cela, c'est plus la vidéo, ce qu'on est en train de faire, qui consomme et qui a une empreinte carbone plutôt négative. Donc, peut-être relativisée. Dans les autres choses qui sont, disons, critiquées, on dit également que le Bitcoin, c'est donc peut-être le Libra, permettra de continuer à faire du blanchiment d'activités illégales. Peut-être, oui. Je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, les valises de dollars continuent à circuler et ça reste un vrai problème de blanchiment. Les derniers arguments qui sont invoqués, et là c'est plutôt, disons, par les États qui parlent de perte de souveraineté nationale monétaire, est-ce qu'on n'a pas déjà perdu cette souveraineté, que ce soit avec l'euro qui n'est même pas adossé à un politique budgétaire propre, donc, qui est une monnaie incomplète, brinque-ballante. Est-ce qu'on n'a pas déjà abandonné cette souveraineté aux banques privées, puisque dans la création monétaire, 90% de la création monétaire vient des banques et non pas de la Banque centrale. Et donc, finalement, on peut discuter crypto-monnaie, selon vous. Et de toute façon, pour en savoir plus, il faut renvoyer à votre ouvrage, parce que sinon, on y passerait la nuit. Merci beaucoup, Christophe Nidam. C'est moi qui vous remercie.